une croix. Pourquoi porter ta croix et garder la croyance? J'ai la foi et je souffre moi. C'est ridicule. Des filles comme ça. Et quand je pense à ma vocation, on dit des putain. Oui, oui. La vie me fait peur. Les piqûres de terre. De la montagne de vivant, la touchable, le feu qui ne m'a jamais touché, le feu qui brûle. Pour un comédien, la chose la plus importante avant de réciter votre texte, c'est pas les mots qui sont importants, c'est l'état dans lequel vous êtes. Donc, quand vous avez à réciter, ensuite les mots viennent. Donc il faut que vous appreniez votre texte, il faut que vous le connaissiez, parce qu'il y a aussi des ruses, il y a des virgules, il y a des trucs, des machins. Après, c'est le jeu qui vient. Mais il faut que d'abord vous soyez dans l'état, parce que vous pouvez être dans un état hilar ou dans un état désespéré. Et c'est ça que le spectateur, ou du moins la caméra, doit ressentir en premier. Parce que c'est terrifiant une caméra. Une pellicule, ça prend, ça vous absorbe d'une façon impudique même, je dirais. Je tiens à garder vraiment une pudeur quand même, quelque chose, un quant à soi. Et c'est très important parce que c'est ça aussi qui nuance, et c'est ça aussi qui vous dirige et qui vous donne les limites et ça, Zulawski le respecte très très bien. C'est-à-dire qu'il vous demande, il vous ne dépasse jamais la limite, jamais. Et moi je veux pas qu'on la dépasse et je la garde toujours pour moi aussi. Vous vous reconnaissez dans ce qu'elle dit? Non, je découvre un aspect de réflexion de cette très jeune actrice qui m'aime beaucoup, parce que ça veut dire qu'elle pense beaucoup, et c'est déjà extrêmement sympathique. Il y a plusieurs choses importantes dans ce qu'elle dit. Soyons sérieux une seconde, enfin, jetons bas les masques, hein, si j'ose dire. Vous savez, pour pratiquer ce qu'on appelle tout stupidement de l'art, il y a en fait que deux façons. Il y a toujours deux façons pour tout. Hein. C'est tellement facile de dire deux. Mais en fait, il y en a deux. C'est-à-dire, une, c'est utiliser votre intelligence, votre savoir-faire, votre métier, votre facilité de provoquer les choses chez les autres, votre talent de manier un pinceau ou une caméra, pour manipuler, en quelque sorte, le moyen que le bon Dieu ou Alain Sard vous offre, et l'intelligence, c'est Hitchcock ça. C'est-à-dire, vous utilisez votre intelligence, je vais vous dire en des mots plus simples, l'encyclopédie soviétique définit l'intelligence comme, c'est vraiment tome, je sais pas, 17, je l'ai lu de mes propres yeux, comme la faculté d'adaptation. Je trouve que c'est la plus horrible des définitions qui soient. Alors Hitchcock, s'adaptant à l'industrie cinématographique, le public, Hollywood, la presse, machin, en tire le meilleur profit. Ce qui fait marcher tout le monde, et réussit à glisser par les fentes de cette manipulation des choses qui nous plaisent ou nous pénètrent 20 ans après qu'ils soient morts. Un peu. Parce que moi je ne pense pas autant de bien de ces films que les autres. C'est mon bras. L'autre façon d'utiliser son intelligence, c'est comme ne pas l'utiliser. Et ça, c'est une fonction de l'intelligence que j'admire et qui m'émeut, qui me touche très profondément. Moi, j'appartiendrais plutôt à cette école, vous voyez. Pour revenir à Sophie Marceau, ce qu'elle dit en substance, et là où j'étais très touché qu'elle se soit aperçue, la mise en scène n'est donc pas simplement de la mise en scène, c'est la participation à un état, n'est-ce pas? Nous participons à un état qui est le but. Vous parlez de but, alors le but étant ça, voilà, nous allons vivre un moment privilégié qui est comme hors de l'existence. Maintenant, si nous sommes manipulateurs, nous disons, mais nous sommes arrivés à ce monde, cette existence, ce truc peut-être, parce que moi j'ai fait quelques études dans ma vie, j'ai écrit des bouquins, j'ai fait des films, je ressemble peut-être pas à Dupont-Durand en vérité, n'est-ce pas? Mais moi je pense le contraire, je pense que je ressemble à Dupont-Durand, j'ai un nez au milieu de la figure, j'ai des enfants, je vis d'amour et de haine, et comme tout le monde. Par conséquent, que mon cerveau ait été un peu plus activé par les circonstances que quelqu'un qui fait une routine quotidienne et qui place son intelligence ailleurs, bon, c'est un cas de figure. Mais néanmoins, je pense que je ressemble, et je pense que non seulement je ressemble, je pense que je suis pareil. Donc c'est par, si vous voulez,
Tout cela se tient, encore une fois, je répète cette phrase, c'est par respect de la liberté d'autrui qu'on leur offre des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et ça, c'est terrible. On fait des films meilleurs qu'ils ne le sont, meilleurs qu'ils ne veulent se voir, ces gens qui vont voter pour Le Pen. Et on espère qu'ils iront avec la même ouverture et le même amour. Ils ne peuvent pas, par essence. Voyez-vous, c'est presque une chose qu'on n'ose pas dire dans un interview, parce que là, étant déjà privilégiés, puisque nous en faisons, des films, gagnant peut-être plus d'argent que les autres, étant libres là où les autres sont coincés par la société dans des emplois ennuyeux, débilitants, subalternes. Bon, c'est très difficile de parler, mais je n'ai pas très envie normalement. Mais regardez, le grand dilemme est le suivant. Est-ce qu'on vit pour faire des films ou est-ce qu'on fait des films pour vivre? N'est-ce pas? Alors, je vous réponds très calmement, je fais les films du mieux que je peux et du plus fort que je peux, parce que j'ai un respect démesuré de ceux qui vont le voir. Par conséquent, il n'est pas rendu parce qu'il est démesuré, n'est-ce pas? Mais néanmoins, je l'ai fait pour ma vie à moi, et mon égoïsme, ou tout simplement mon honnêteté de l'avouer, est simple. Je suis responsable que d'une seule chose au monde, mon destin. Mon caractère n'est pas seulement ce que je réussis, mais aussi ce qui me limite. La beauté du cinéma, c'est pas simplement ses grandes réussites, c'est aussi parce que c'est une caméra, ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être que la beauté est dans la limitation de la chose aussi. Est-ce que Michel-Ange était vraiment un grand sculpteur? L'Institut de sondage. Sondage, et qui a, un jour, au cours d'une émission, je l'avais invité, a voulu me faire un petit cadeau. Alors, il s'était amusé à faire comme ça un sondage à mon sujet. Et il y avait une réponse, entre autres, qui m'a beaucoup intéressé et que peu de gens connaissent. C'est que 70% des gens font un métier qui est en rapport avec leur métier de leur père. Fils d'un pharmacien devient vétérinaire, chirurgien, médecin, enfin bon. Et ça, c'est donc très important. Donc le fait que d'être acteur, après avoir été élevé dans une boutique d'acteurs, après n'avoir vu que ça, tous les amis de mon père, de ma mère étaient là-dedans, je me suis tout naturellement laissé embarquer par la séduction de ce métier, et c'est normal. Et ça m'a donné l'amour de ce métier et de ces gens. Et c'est parce qu'il y a eu l'amour qu'après, je l'ai fait. L'étape de l'amour est indispensable. Mais je crois que quand on est élevé dans un milieu de pharmacien, ça doit être tout aussi passionnant. Quand on voit la passion de ses parents pour la médecine, pour la chimie, c'est tout à fait normal qu'on y reste. Et c'est un petit peu comme ça. Et l'anecdote à laquelle vous pensez... Vous étiez en pension, là. Effectivement, j'étais en pension. Et puis, rassurez-vous, c'est fini, mais j'ai pissé au lit très tard. Mais vraiment très tard, mais je vous rassure tout le monde, maintenant c'est terminé. Et cette pension avait quelque chose d'horrible, c'était un système de punition. Et le système de punition qui consistait, ces élèves qui faisaient au lit, c'était pendant la première récréation de la journée, de nous accrocher le drap, et puis de tourner comme ça tout autour de la cour pendant la récréation. C'était évidemment très humiliant parce que, et ça c'est important, tous les élèves qui étaient dans le centre de l'école se moquaient de nous, riaient à nos dépens. Bon. Jusqu'au jour où, bon, ça m'est arrivé comme ça une deuxième fois, jusqu'au jour où j'ai pris un coup de fou, et puis avec ce truc, ce drap qui était comme ça noué autour de nos épaules, j'ai commencé à faire le clown, et j'ai commencé à faire des grands gestes avec ce drap, me le mettre sur la tête, à faire le fantôme, à faire le capé d'épée, enfin je ne sais plus trop. Et ça a fait rire les autres. Et ça a fait rire les autres, mais alors d'une autre façon, parce qu'on me disait, oui, mais aussi avant, ils riaient. Avant, ils riaient de nous, et pendant cette séance, comme ça, où il m'a pris ce coup de fou, je les ai sentis rire avec nous. Ah oui. Là, d'un seul coup, ils ne riaient plus contre nous, ils ne se moquaient plus de nous. D'un seul coup, ils se rendaient compte, peut-être inconsciemment, de l'énorme paradoxe que faisait cette école. C'est la première rencontre, finalement, avec une réaction. Et là, je me suis rendu compte, tiens, voilà, ça, c'est ça l'acteur. On transforme quelque chose. C'est pas sur le moment, d'ailleurs, que je me suis dit ça. Je me suis dit ça après. Et ça a été beaucoup plus fort que je ne le croyais, puisque du jour au lendemain, cette punition a été supprimée. Oui. Mais alors, en fait, non, pas si naturellement que ça. L'arrivée, bon, l'ambiance familiale pourrait être dit, tiens, je vais être comme papa, maman, comédien.
En fait, vous démarrez comme photographe. Oui, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas devenu acteur parce que je me suis dit je vais faire comme papa-maman. Je suis devenu acteur parce que comme papa-maman, je me suis mis à aimer ce métier et c'est parce que je l'ai aimé que je l'ai fait. Je le répète encore une fois, l'étape de l'amour est très importante. Et si je le répète, c'est pas pour me justifier moi, parce que moi maintenant, Il y a d'ailleurs ça fait aucune suffisamment de temps que j'en vends, justification mais c'est pour les jeunes, parce que j'ai eu l'occasion très flatteuse d'être demandé par les élèves du conservatoire dont j'ai été un élève, Oui. Avec Belmondo. avec Jean-Paul et Girardot et plein d'autres. Et j'ai été demandé par ces élèves pour être professeur, peut-être pas un professeur normal, parce que je ne pense pas avoir des dons de pédagogue, mais pour leur parler, pour leur expliquer un petit peu quel est le cheminement d'un élève du conservatoire qui fait du théâtre, de la télévision, du cinéma, et puis pour qui ça fonctionne, quel est le mécanisme un petit peu. Et je me suis rendu compte en parlant avec eux qu'il y avait une chose un petit peu désastreuse et fortement dangereuse actuellement, c'est que les élèves, même les élèves comédiens du conservatoire, n'ont plus tellement envie d'être acteurs, mais ils ont envie d'être vedettes. Oui. C'est pas comment fait-on pour devenir acteur, c'est comment fait-on pour devenir une star. Alors là, on a envie de les arrêter, de leur dire halte là, c'est pas vous qui décidez. Décidez d'abord d'être acteur, et puis après, vous verrez bien ce qui va se passer. Alors c'est finalement la grande, la sublime Elvire Popesco, qui est une amie de votre père, Mais qui un jour dans sa loge, alors que vous venez faire des photos, vous parlez, vous dit... je vais l'interviewer. Je crois qu'elle a été très brutale, elle dit, mais tu es vraiment un petit con, ta place c'est sur scène. Exactement, oui. C'est ça. C'est tout à fait juste, tout à fait juste. J'étais venu l'interviewer pour un hebdo parisien pour lequel C'était Paris Match. je travaillais, oui, maintenant tout le monde le sait, et elle montait Judas de Pagnol, et ça me paraissait intéressant qu'au Théâtre de Paris on fasse un reportage là-dessus, puisque c'était au Théâtre de Paris qu'a été créée la trilogie de Pagnol, Marius, Fanny César. Alors ce retour en arrière, ce retour aux sources de ce théâtre me paraissait un sujet de reportage, et effectivement, en rentrant dans son bureau, elle m'a dit « Avec un nom pareil, c'est grotesque de faire les journalistes, alors garde ton crayon pour signer contrat. » Et puis voilà, j'ai signé comme ça mon premier contrat. Alors, vous dites, en gros, si j'en suis les déclarations que j'ai pu lire, vous dites, bon, après, finalement, les choses se sont enchaînées et j'ai travaillé. Mais vous dites aussi, il y a eu quand même, dans ma carrière, et voire même dans votre vie, car c'est quand même très étroitement lié, les rencontres, il y a eu 4 rencontres importantes. Alors, on va essayer de les prendre les unes après les autres. Il y a eu la rencontre avec Godard pour le film Bande à part, donc tourné en 1962-63, je crois que c'est à peu près la date. Oui. Alors, la rencontre avec Godard a été pour vous détonnante, importante, vitalisante, sur quel point, au pluriel? Parce que j'ai refait d'ailleurs après Détective. Détective 20 ans après avec Godard, et c'est toujours la même chose. Vous avez retrouvé les mêmes sensations, les mêmes Oui, émotions? oui, absolument. Et c'est très difficile de parler de Godard, surtout devant des téléspectateurs, parce que c'est un metteur en scène certainement beaucoup plus passionnant quand on travaille avec lui que peut-être le résultat de ses films. J'avoue que je ne suis pas toujours passionné par les films de Godard. Par contre, je serai toujours passionné par le fait de travailler avec lui, parce que c'est un homme qui se trompe peut-être, mais qui se trompe d'une façon sincère. C'est un homme qui a une approche du cinéma aussi bien pour les techniciens que pour les acteurs, qui est extrêmement particulière. Est-ce que je peux vous raconter une toute petite anecdote? Au cours de Bande à part, je mourais. Et un soir, on se quitte et sur le plan de travail, je vois que demain, on tourne la scène de ma mort. Alors évidemment, comme tout jeune comédien qui se dit et qui se veut consciencieux, la scène de la mort, c'est important, c'est une des choses les plus importantes à réussir. Alors avant de quitter Jean-Luc, je lui dis, j'aimerais bien que tu me parles de comment tu visualises la mort, Comment je vais mourir? que je puisse un peu y penser, etc. Et il m'a répondu tout simplement, je ne sais pas, ça dépendra du temps. Et ça a l'air anecdotique, mais c'est vrai, c'est extrêmement important. Ce sont des choses qui peuvent paraître élémentaires et primaires pour des non-professionnels, mais c'est vrai que trop souvent,
on ne tient pas compte du temps. On ne se tient pas du tout de la même façon. On a tous les deux une conversation en ce moment parce que vous êtes habillés comme ça, que je suis habillé comme ça et que nous sommes entourés de caméras. Alors on a cette conversation-là sur ce ton-là. La même conversation, on la transpose dans un jardin public. On parle de la même chose, mais d'une façon différente. On la transpose dans un bistrot. Il y a énormément de brouhaha et de bruit. On parle de la même chose, mais encore différemment.